Les Hauts de Hurlevent, partie 6. Chapitre 14. Dès que j'eus fini de lire cette lettre, j'allais trouver le maître. Je lui annonçai que sa sœur était arrivée à Hurlevent, qu'elle m'avait écrit pour me faire part du chagrin que lui causait l'état de Mrs. Linton et de son ardent désir de le voir. J'ajoutai qu'elle souhaitait qu'il voulût bien lui faire parvenir aussitôt que possible un gage de pardon par mon entremise. « De pardon ?» dit Linton. « Je n'ai rien à lui pardonner, Hélène. Vous pouvez aller à Hurlevent cet après-midi, si vous voulez, et lui dire que je ne suis pas irrité, mais affligé de l'avoir perdue. D'autant plus que je ne puis croire qu'elle soit jamais heureuse. Il ne saurait cependant être question pour moi d'aller la voir. Nous sommes séparés pour toujours. Si elle veut réellement m'obliger, qu'elle persuade le coquin qu'elle a épousé de quitter le pays. » « Et vous ne lui écrirez pas un petit mot, monsieur ?» demandai-je d'un ton suppliant. « Non, c'est inutile. Mes rapports avec la famille de Heathcliff seront aussi rares que les siens avec la mienne. Ils n'existeront pas. » La froideur de monsieur Edgar me découragea extrêmement. Pendant tout le trajet à partir de la grange, je me creusais la cervelle pour trouver le moyen de donner un peu plus de cordialité à ses paroles, quand je les répéterais, et d'adoucir le refus qu'il avait opposé à ma demande de quelques simples lignes pour consoler Isabelle. Je crois bien qu'elle me guettait depuis le matin. Je la vis qui regardait derrière la fenêtre, comme je montais la chaussée du jardin, et je lui fis signe. Mais elle recula comme si elle craignait d'être observée. J'entrai sans frapper. On ne peut imaginer de spectacle plus triste, plus lugubre que celui que présentait cette salle autrefois si gaie. Je dois avouer que, si j'eusse été à la place de la jeune femme, j'aurais au moins balayé le foyer et essuyé les tables avec un torchon. Mais elle était déjà gagnée par le contagieux esprit d'incurie qui l'environnait. Sa jolie figure était pâle et indolente. Ses cheveux n'étaient pas bouclés. Quelques mèches pendaient lamentablement. D'autres étaient roulées sans soin sur sa tête. Elle ne s'était probablement pas déshabillée depuis la veille au soir. Hindley n'était pas là. Monsieur Heathcliff était assis à une table, en train de feuilleter quelques papiers dans son portefeuille. Mais il se leva quand j'entrai, me demanda très amicalement comment j'allais et m'offrit une chaise. Au milieu de tout ce qu'il y avait là, lui seul avait l'air décent. Je trouvais qu'il n'avait jamais eu meilleure apparence. Les circonstances avaient tellement modifié leurs positions respectives qu'un étranger l'aurait certainement pris pour un gentleman de naissance et d'éducation, et sa femme pour une parfaite petite souillon. Elle s'avança vivement à ma rencontre et tendit la main pour recevoir la lettre qu'elle attendait. Je secouai la tête. Elle ne voulut pas comprendre mon geste, me suivit près d'un buffet où j'allais déposer mon chapeau et me sollicita à voix basse de lui remettre sur-le-champ ce que j'avais apporté. Heathcliff devina le sens de sa manœuvre et dit « Si vous avez quelque chose pour Isabelle, comme je n'en doute pas, Nelly, donnez-le lui. Ce n'est pas la peine d'en faire un secret. Nous n'avons pas de secret entre nous. »« Oh, je n'ai rien, » répondis-je, pensant qu'il valait mieux dire la vérité sans tarder. Mon maître m'a chargé de dire à sa sœur qu'elle ne doit attendre ni lettre ni visite de lui pour le moment. Il vous envoie ses souvenirs affectueux, madame, ses souhaits pour votre bonheur, et son pardon pour le chagrin que vous lui avez causé. Mais il pense que, dorénavant, sa maison et cette maison-ci doivent suspendre tout rapport, vu qu'il n'en saurait sortir rien de bon. Les lèvres de Mrs. Heathcliff frémirent légèrement, et elle retourna prendre sa place près de la fenêtre. Son mari resta debout devant la cheminée, près de moi, et se mit à me faire des questions au sujet de Catherine. Je lui donnai sur sa maladie les détails que je jugeais convenables, et il parvint, par un nouvel interrogatoire, à me faire raconter la plupart des faits liés à l'origine de cette maladie. Je blâmais Catherine, à juste titre, de l'avoir elle-même provoquée. Je conclus en exprimant l'espoir qu'il suivrait l'exemple de M. Linton et s'abstiendrait à l'avenir de toute relation avec la famille de celui-ci, que ses intentions fussent bonnes ou non.
Mrs. Linton est à peine convalescente, dis-je. Elle ne sera jamais ce qu'elle était auparavant, mais sa vie est sauve. Si réellement vous lui portez intérêt, vous éviterez de vous trouver encore sur son chemin. Bien mieux, vous quitterez définitivement le pays. Et afin que vous n'en puissiez avoir aucun regret, je vous dirai que Catherine Linton est aussi différente maintenant de votre ancienne amie Catherine Earnshaw que cette jeune dame est différente de moi. Son aspect est entièrement changé, son caractère encore bien plus. Celui que la nécessité oblige d'être son compagnon n'aura désormais, pour soutenir son affection, que le souvenir de ce qu'elle était autrefois, la simple humanité et le sentiment du devoir. « C'est bien possible, » observa Heathcliff, en se forçant de paraître calme. « Il est bien possible que votre maître ne puisse s'appuyer sur rien d'autre que la simple humanité et le sentiment du devoir. Mais vous figurez-vous que je vais abandonner Catherine à son devoir et à son humanité ? Pouvez-vous comparer mes sentiments pour Catherine aux siens ? Je veux qu'avant de quitter cette maison, vous me promettiez de m'obtenir une entrevue avec elle. Consentez ou refusez, je veux la voir. Que dites-vous ? Je dis, monsieur Heathcliff, qu'il ne faut pas que vous la voyiez, et vous ne la verrez jamais par mon entremise. Une autre rencontre entre vous et mon maître achèverait de la tuer. Avec votre aide, cette rencontre pourra être évitée. Et si un pareil événement devait créer un danger, si Linton était la cause d'un seul trouble de plus dans l'existence de Catherine, eh bien, je crois que je serais fondé à me porter aux extrêmes. Je voudrais que vous fussiez assez sincère pour me dire si Catherine souffrirait beaucoup de le perdre. C'est cette crainte qui me retient. Et ici, vous voyez la différence de nos sentiments. S'il eût été à ma place et moi à la sienne, bien que je le haïsse d'une haine qui a empoisonné ma vie, je n'aurais jamais levé la main sur lui. Ayez l'air incrédule tant qu'il vous plaira. Je ne l'aurais jamais banni de la société de Catherine tant qu'elle aurait désiré la sienne. Dès le moment qu'elle aurait cessé de lui porter intérêt, je lui aurais arraché le cœur et j'aurais bu son sang. Mais jusque-là, si vous ne me croyez pas, vous ne me connaissez pas, jusque-là, je serais mort à petit feu avant de toucher à un seul cheveu de sa tête. Et pourtant vous n'avez pas scrupule de ruiner complètement tout espoir de complet rétablissement de ma maîtresse, en vous rappelant de force à son souvenir alors qu'elle vous a presque oublié, et en lui infligeant l'épreuve de nouvelles discordes et de nouvelles angoisses. Vous croyez qu'elle m'a presque oublié ? Oh, Nelly, vous savez bien qu'il n'en est rien. Vous savez tout comme moi que, pour chaque pensée qu'elle accorde à Linton, elle m'en accorde 1000. Dans la période la plus misérable de mon existence, j'ai eu cette crainte-là. J'en ai été poursuivi lors de mon retour dans le pays l'été dernier. Mais seule l'assurance qu'elle m'en donnerait elle-même pourrait me faire admettre maintenant cette horrible idée. Si c'était vrai, que m'importeraient alors Linton et Hindley et tous les rêves que j'ai pu faire ? 2 mots résumeraient mon avenir, mort et enfer. L'existence, après que j'aurais perdu Catherine, serait pour moi l'enfer. Que j'ai été stupide de m'imaginer un moment qu'elle tenait à l'affection d'Edgar Linton plus qu'à la mienne. Quand il l'aimerait de toutes les forces de son être chétif, il n'arriverait pas à l'aimer en 80 ans autant que moi en un jour. Et le cœur de Catherine est aussi profond que le mien. L'auge que voilà aurait autant de peine à contenir la mère que Linton a accaparé toute l'affection de sa femme. Bah, il lui est à peine un peu plus cher que son chien ou son cheval. Il n'est pas au pouvoir de Linton d'être aimé comme moi. Comment pourrait-elle aimer en lui ce qu'il n'a pas ? Catherine et Edgar sont aussi attachés l'un à l'autre que 2 personnes peuvent l'être, s'écria Isabelle avec une vivacité soudaine. Nul n'a le droit de parler de la sorte, et je ne laisserai pas calomnier mon frère sans protestation. Votre frère vous est extrêmement attaché, à vous aussi, n'est-ce pas ? Observa Heathcliff avec mépris. Il vous envoie promener avec un empressement remarquable. Il ignore ce que je souffre, répliqua-t-elle.
Je ne lui ai pas dit cela. Vous lui avez donc dit quelque chose? Vous lui avez écrit, n'est-ce pas? Pour lui dire que j'étais mariée, oui. Je lui ai écrit. Vous avez vu la lettre. Et rien d'autre depuis? Non. Le changement de condition me paraît avoir profondément éprouvé ma jeune dame, remarquai-je. L'affection de quelqu'un lui fait évidemment défaut. De qui? Je peux le deviner. Mais il vaut peut-être mieux que je ne le dise pas. Je devine, moi, que c'est la sienne propre, reprit Heathcliff. Elle devient une vraie souillon. Elle s'est lassée avec une rapidité surprenante de chercher à me plaire. Vous ne le croiriez pas, mais le lendemain même de notre mariage, elle pleurait pour retourner chez elle. Après tout, si elle n'est pas très bien tenue, elle n'en sera que mieux à sa place, dans cette maison. Et je prendrai garde qu'elle ne me fasse honte en rôdant au dehors. Mais, monsieur, j'espère que vous n'oublierez pas que Mrs. Heathcliff est habituée à être soignée et servie, et qu'elle a été élevée comme une fille unique auprès de qui tout le monde s'empressait. Il faut que vous lui permettiez d'avoir une femme de chambre pour tenir tout propre autour d'elle, et il faut que vous la traitiez avec bonté. Quoi que vous pensiez de M. Edgar, vous ne pouvez douter qu'elle, du moins, ne soit capable d'un attachement profond, car autrement elle n'aurait pas abandonné les élégances, les commodités et les amis de son ancienne demeure pour consentir à s'établir avec vous dans un désert comme celui-ci. Elle a abandonné tout cela sous l'empire d'une illusion, répondit-il. Elle a vu en moi un héros de roman et a attendu de ma chevaleresque dévotion une indulgence illimitée. C'est à peine si je puis la regarder comme une créature douée de raison après l'obstination qu'elle a mise à se forger de moi une idée fabuleuse et à agir d'après les fausses impressions qu'elle se plaisait à entretenir. Mais je crois qu'elle commence enfin à me connaître. Je ne vois plus les sourires niais et les grimaces qui m'agaçaient au début, ni cette incroyable incapacité de s'apercevoir que j'étais sérieux quand je lui donnais mon opinion sur elle et sur son égarement. Il lui a fallu un merveilleux effort de perspicacité pour découvrir que je ne l'aimais pas. J'ai cru un moment que rien ne pourrait lui faire entrer cela dans la tête. Et encore n'en est-elle pas bien persuadée, car ce matin elle m'a annoncé comme une nouvelle extraordinaire que j'étais réellement parvenu à me faire haïr d'elle. Un vrai travail d'Hercule, je vous assure. Si j'y suis arrivé, j'ai lieu de lui adresser des remerciements. Puis-je me fier à votre assertion, Isabelle? Êtes-vous sûre que vous me haïssez? Si je vous laissais seule pendant une demi-journée, ne vous verrais-je pas revenir à moi avec des soupirs et des cajoleries? Je gage qu'elle aurait préféré que devant vous j'eusse affecté la tendresse. Sa vanité est blessée de voir la vérité dévoilée, mais peu m'importe qu'on sache que la passion était tout entière d'un seul côté. Là-dessus, je ne lui ai jamais fait de mensonge. Elle ne peut pas m'accuser d'avoir montré la moindre amabilité trompeuse. La première chose qu'elle m'a vu faire, en quittant la grange, a été de prendre sa petite chienne. Et quand elle a intercédé en sa faveur, les premiers mots que j'ai prononcés ont été pour exprimer le vœu que tous les êtres qui lui étaient attachés fussent pendus, sauf un. Peut-être a-t-elle pris l'exception pour elle-même. Mais aucune brutalité ne l'a rebutée. Je crois qu'elle en a l'admiration innée, à condition que sa précieuse personne soit à l'abri. Voyons, n'est-ce pas le comble de l'absurdité, de la stupidité, de la part de cette pitoyable, servile et basse créature, que de se figurer que je pourrais l'aimer? Dites à votre maître, Nelly, que jamais de ma vie je n'ai rencontré d'être aussi abject qu'elle. Elle déshonore même le nom de Linton. Et c'est parfois un pur manque d'invention qui m'a arrêté quand j'essayais de voir ce qu'elle pouvait supporter tout en continuant à ramper avec une honteuse servilité. Mais dites-lui aussi, pour mettre à l'aise son cœur de frère et de magistrat, que je me tiens strictement dans les limites de la loi. J'ai évité jusqu'ici de lui donner le moindre droit à réclamer une séparation. Et, qui plus est, elle n'a besoin de personne pour se libérer. Si elle désirait s'en aller, elle le pourrait. L'ennui que me cause sa présence surpasse le plaisir que je puis trouver à la tourmenter.
Monsieur Heathcliff, c'est là le langage d'un aliéné. Votre femme, bien probablement, est convaincue que vous êtes fou. C'est pour cela qu'elle vous a supporté jusqu'à présent. Mais puisque vous dites qu'elle peut partir, elle profitera sans doute de la permission. Vous n'êtes pas si ensorcelée, madame, que de rester avec lui de plein gré. Prenez garde, Hélène, répondit Isabelle, les yeux brillants de fureur. On ne pouvait douter, à la voir, que son mari n'eût pleinement réussi à se faire détester. Ne croyez pas un mot de ce qu'il dit. C'est un démon qui ment, un monstre et non un être humain. Il m'a déjà déclaré que je pouvais m'en aller. J'ai essayé, mais je n'oserais recommencer. Seulement, Hélène, promettez-moi que vous ne rapporterez pas une syllabe de ces infâmes propos à mon frère ni à Catherine. Quoi qu'il prétende, il veut pousser Edgar au désespoir. Il dit qu'il m'a épousée pour avoir barre sur lui, mais il n'y arrivera pas. Je mourrai plutôt. Je prie le ciel qu'il oublie sa diabolique prudence et qu'il me tue. Le seul plaisir que je puisse concevoir est de mourir, ou de le voir mort. Bien, cela suffit pour le moment, dit Heathcliff. Si vous êtes appelé devant une cour de justice, vous vous rappellerez ces paroles, Nelly. Et regardez-la bien, elle est presque au point qui me conviendrait. Non, vous n'êtes pas en état de vous garder vous-même, Isabelle. Et, comme je suis votre protecteur légal, je suis obligé de vous conserver sous ma coupe, quelque désagréable que puisse être cette obligation. Montez, j'ai quelque chose à dire en particulier à Nelly Dean. Pas par là. Montez, vous dis-je. Allons, voilà le chemin, mon enfant. Il la saisit, la jeta hors de la pièce et revint en murmurant. Je suis sans pitié, je suis sans pitié. Plus les vers se tordent, plus grande est mon envie de leur écraser les entrailles. C'est comme une rage de dents morale, et je broie avec d'autant plus d'énergie que la douleur est plus vive. Comprenez-vous ce que signifie le mot pitié ? Demandai-je en me hâtant de reprendre mon chapeau. En avez-vous jamais ressenti aucune trace dans votre vie ? Laissez cela, interrompit-il en voyant mes préparatifs de départ. Vous ne partez pas encore. Venez ici, Nelly. Il faut que, par persuasion ou par contrainte, vous m'aidiez à accomplir ma résolution de voir Catherine. Et cela sans délai. Je jure que je ne médite rien de mal. Je ne désire causer aucun trouble, ni exaspérer ou insulter M. Linton. Je veux seulement savoir, par elle-même, comment elle va, pourquoi elle a été malade, et lui demander si je ne puis rien pour elle. La nuit dernière, j'ai passé 6 heures dans le jardin de la grange, et j'y retournerai ce soir. Nuit et jour, je rôderai autour de la maison, jusqu'à ce que je trouve une occasion pour entrer. Si je rencontre Edgar Linton, je n'hésiterai pas à l'abattre et à faire ce qu'il faudra pour m'assurer qu'il me laissera tranquille pendant que je serai là. Si ses domestiques me font obstacle, je m'en débarrasserai en les menaçant de 6 pistolets. Mais ne vaudrait-il pas mieux prévenir la rencontre avec eux ou avec leur maître ? Cela vous serait bien facile. Je vous avertirai de ma venue. Vous pourriez me faire entrer sans qu'on me vît, dès qu'elle serait seule, et monter la garde jusqu'à mon départ, la conscience parfaitement en paix. Vous empêcheriez un malheur. Je protestais contre l'idée de jouer ce rôle de traître dans la maison de celui qui m'employait. De plus, j'insistais sur la cruauté et l'égoïsme qu'il y aurait de sa part à troubler, pour sa satisfaction, la tranquillité de Mrs. Linton. Le moindre incident l'agite terriblement, lui dis-je. Elle est tout en nerfs, et elle ne pourrait supporter cette surprise, je vous assure. Ne persistez pas, monsieur, ou je serais obligé d'informer mon maître de vos desseins, et il prendra des mesures pour préserver sa maison et ceux qui l'habitent d'intrusions aussi injustifiables. En ce cas, je prendrai des mesures pour m'assurer de vous, femme, s'écria Heathcliff. Vous ne quitterez pas Hurlevent avant demain matin. C'est un conte absurde de prétendre que Catherine ne pourrait supporter ma vue, et quant à la surprendre, je ne le désire pas. Il faut que vous la prépariez. Demandez-lui si je puis venir. Vous dites qu'elle ne prononce jamais mon nom,
et qu'on ne le prononce jamais devant elle. À qui parlerait-elle de moi si je suis un sujet de conversation interdit dans la maison? Elle vous regarde tous comme des espions pour le compte de son mari. Oh, je suis sûre qu'elle est en enfer au milieu de vous. Aussi clairement que n'importe quelle manifestation, son silence me révèle tout ce qu'elle ressent. Vous dites qu'elle est souvent inquiète et qu'elle a l'air troublée. Est-ce là une preuve de tranquillité? Vous dites que son esprit est dérangé. Comment diable pourrait-il en être autrement, dans son isolement terrible? Et cet être insipide et mesquin qui la soigne par devoir et par humanité, par pitié et par charité. Il ferait aussi bien de planter un chêne dans un pot à fleurs et de s'attendre à le voir grandir, que de se figurer qu'il pourra la rendre à la santé par l'effet de ses misérables soins. Réglons la chose sur le champ. Voulez-vous rester ici? Et dois-je me frayer le chemin jusqu'à Catherine aux dépens de Linton et de son valet? Ou voulez-vous être une amie comme vous l'avez été jusqu'à présent et faire ce que je vous demande? Décidez-vous, car je n'ai pas de raison pour m'attarder une minute de plus si vous persistez dans votre mauvais vouloir obstiné. Eh bien, monsieur Lockwood, je discutais. Je protestais et 50 fois je lui refusais carrément. Mais à la longue, il m'arracha un compromis. Je m'engageais à porter à ma maîtresse une lettre de lui, et, si elle y consentait, je promis de l'avertir de la prochaine absence de Linton. Il pourrait alors venir, et s'arrangerait comme il voudrait pour entrer. Je ne serais pas là, les autres domestiques non plus. Était-ce bien ou mal? Je crains que ce n'ait été mal, quoique cela présentât des avantages. Je pensais, en cédant, prévenir une nouvelle explosion, et je pensais aussi qu'il en pourrait résulter dans la maladie mentale de Catherine une crise favorable. Puis je me rappelais les sévères remontrances de M. Edgar parce que je lui avais rapporté des histoires. Enfin, j'essayais d'apaiser mes scrupules en affirmant à plusieurs reprises que cet abus de confiance, si cela méritait une si dure qualification, serait le dernier. Néanmoins, mon trajet fut plus triste au retour qu'il n'avait été à l'aller, et j'eus bien des hésitations avant d'arriver à prendre sur moi de mettre la lettre entre les mains de Mrs. Linton. Mais voici Kenneth. Je vais descendre et lui dire comme vous allez mieux. Mon histoire est aussi longue qu'un jour sans pain, comme nous disons, et elle servira à tuer une autre matinée. Aussi longue qu'un jour sans pain, et aussi sinistre, pensai-je, pendant que la brave femme descendait pour recevoir le docteur. Et pas de la sorte que j'aurais choisi pour me récréer. Mais peu importe. Des herbes amères de Mrs. Dean, j'extrairai des médecines bienfaisantes. Et d'abord, méfions-nous de la fascination qui se dissimule dans les yeux brillants de Catherine Heathcliff. Je serais dans un étrange embarras si je laissais prendre mon cœur par cette jeune personne, et si la fille se trouvait être une seconde édition de la mère. Chapitre 15. Encore une semaine passée. Chaque jour qui s'écoule me rapproche de la santé et du printemps. J'ai maintenant entendu toute l'histoire de mon voisin, en plusieurs séances, selon les loisirs que pouvait trouver ma femme de charge au milieu d'occupations plus importantes. Je vais poursuivre son récit en empruntant ses propres termes, un peu condensés seulement. Elle est, en somme, très bonne conteuse, et je ne crois pas que je pourrais améliorer son style. Le soir même de ma visite à Hurlevent, continua-t-elle, je fus certaine, comme si je l'avais vu, que M. Heathcliff rôdait aux alentours de la maison. J'évitais d'aller dehors, parce que j'avais toujours sa lettre dans ma poche et que je n'avais pas envie d'être encore menacée ou tracassée. J'avais pris la décision de ne pas la remettre à Catherine avant que mon maître fût sorti, car je ne pouvais prévoir comment elle en serait affectée. Il en résulta qu'elle ne l'eut qu'au bout de 3 jours.
Le 4e jour était un dimanche, et je lui portais la lettre dans sa chambre quand tout le monde fut parti pour l'église. Un seul domestique restait avec moi pour garder la maison, et nous avions l'habitude de fermer les portes pendant la durée du service. Mais ce jour-là, le temps était si doux et si agréable que je les ouvris toutes grandes et, pour tenir mon engagement, comme je savais qu'il allait venir, je dis à mon compagnon que notre maîtresse avait bien envie d'avoir des oranges et qu'il lui fallait courir au village en chercher quelques-unes qu'on payerait le lendemain. Il partit et je montai. Mrs. Linton était assise, comme à l'accoutumée, dans l'encoignure de la fenêtre ouverte, vêtue d'une robe blanche flottante, un léger châle sur les épaules. Sa longue et épaisse chevelure avait été en partie coupée au début de sa maladie, et elle la portait à présent relevée en simples tresses sur le front et sur la nuque. Elle était très changée, comme je l'avais dit à Heathcliff, mais quand elle était calme, ce changement donnait à sa beauté une apparence surnaturelle. L'éclat de ses yeux avait fait place à une douceur rêveuse et mélancolique. Il ne semblait plus s'attacher aux objets qui l'environnaient. Il paraissait toujours fixé au loin, très loin, au-delà de ce monde, aurait-on dit. Puis la pâleur de son visage, dont l'aspect hagard avait disparu quand elle avait repris des chairs, et l'expression particulière que lui donnait son état mental, tout en rappelant douloureusement ce qui en était cause, ajoutait au touchant intérêt qu'elle éveillait. Ces signes contredisaient, pour moi certainement et pour tous ceux qui la voyaient, je pense, les preuves plus palpables de sa convalescence et lui imprimaient la marque d'un dépérissement fatal. Un livre était ouvert devant elle, sur le rebord de la fenêtre, et par moments une brise à peine perceptible en agitait les feuillets. Je pensais que c'était Linton qui l'avait posée là, car jamais elle ne cherchait de divertissement dans la lecture, non plus que dans aucune autre occupation. Et il arrivait à son mari de passer des heures à essayer d'attirer son attention sur quelque sujet qui, autrefois, avait été une de ses distractions. Elle comprenait son dessein, et quand elle était dans ses meilleures humeurs, supportait paisiblement ses efforts. Seulement, elle laissait paraître leur inutilité en réprimant de temps à autre un soupir de lassitude, et elle finissait par l'arrêter avec le plus triste des sourires et des baisers. D'autres fois, elle se détournait brusquement, se cachait la figure dans les mains, ou même elle le repoussait avec colère. Alors il avait soin de la laisser seule, car il était certain de ne lui faire aucun bien. Les cloches de la chapelle de Gimmerton retentissaient encore. Le bruit du ruisseau qui coulait moelleusement à plein bord dans la vallée venait caresser l'oreille et remplaçait agréablement le murmure encore absent du feuillage estival qui, autour de la grange, étouffe la musique de l'eau quand les arbres ont revêtu leur parure. À Hurlevent, on entendait toujours cette musique dans les jours calmes qui suivaient un grand dégel ou une période de pluie continue. Et c'est à Hurlevent que Catherine pensait en écoutant. Si tant est qu'elle pensât ou qu'elle écoutât, car elle avait ce vague et lointain regard dont j'ai déjà parlé, qui n'exprimait aucune perception des choses matérielles, ni par l'oreille, ni par les yeux. « Voici une lettre pour vous, Mrs. Linton, » dis-je en lui plaçant doucement la lettre dans la main qui était appuyée sur son genou. « Il faut la lire tout à l'heure, car elle demande une réponse. Dois-je rompre le cachet ?»« Oui, » répondit-elle sans détourner les yeux. Je l'ouvris. C'était un très court billet. « Maintenant, continuai-je, lisez. » Elle retira la main et laissa tomber le papier. Je le replaçai sur ses genoux et attendis qu'il lui plût d'y jeter les yeux. Mais à la fin, comme elle ne bougeait pas, je repris. « Dois-je le lire moi-même, madame ? C'est de monsieur Heathcliff. » Elle tressaillit. Il semblait que la mémoire lui revint confusément et qu'elle luttât pour ressaisir ses idées. Elle souleva la lettre et parut la parcourir. Quand elle arriva à la signature, elle soupira. Pourtant je vis qu'elle n'en avait pas saisi le sens, car, lorsque je manifestais le désir de connaître sa réponse,
elle me montra simplement du doigt le nom et tourna vers moi des yeux ardents, désolés et interrogateurs. « Eh bien, il voudrait vous voir, dis-je, devinant qu'elle avait besoin d'un interprète. Il est dans le jardin en ce moment, impatient de savoir quelle réponse je lui apporterai. » Tout en parlant, j'observais un grand chien couché au soleil sur l'herbe. L'animal dressa les oreilles, comme s'il allait aboyer, puis les laissa retomber et indiqua, en remuant la queue, l'approche de quelqu'un qu'il ne considérait pas comme un étranger. Mrs. Linton se pencha et écouta en retenant sa respiration. 1 minute après, un pas traversa le vestibule. La maison ouverte était pour Heathcliff une tentation trop forte pour qu'il y résistât. Vraisemblablement, il avait supposé que j'étais tenté d'éluder ma promesse et s'était résolu à se fier à son audace. Le regard de Catherine était ardemment tendu vers l'entrée de la chambre. Comme il ne trouvait pas aussitôt la pièce où nous nous tenions, elle me fit signe de le faire entrer. Mais avant que j'eusse gagné la porte, il franchissait le seuil. En 1 ou 2 enjambées, il était près d'elle et la tenait dans ses bras. Il ne dit rien et ne relâcha pas son étreinte durant près de 5 minutes. Pendant ce temps, il lui prodigua plus de baisers qu'il n'en avait donné de toute sa vie, je crois bien. Mais c'était ma maîtresse qui lui avait donné le premier, et je vis clairement qu'une véritable angoisse l'empêchait presque de la regarder en face. Dès l'instant qu'il l'avait aperçue, il avait été saisi, comme je l'étais moi-même, de la conviction qu'il n'y avait plus pour elle d'espoir de jamais se rétablir, que sûrement elle était condamnée. « Oh, Cathy, oh, ma vie, comment pourrais-je supporter cette épreuve ?» Tels furent ses premiers mots, prononcés sur un ton qui ne cherchait pas à déguiser son désespoir. Puis, il la regarda avec une ardeur telle que je crus que l'intensité même de ce regard amènerait des larmes dans ses yeux, mais il brûlait d'angoisse et restait sec. « Eh, quoi ?» dit Catherine, en retombant dans son fauteuil et lui opposant tout à coup un front assombri. Son humeur tournait au vent de ses caprices constamment changeants. « Edgar et vous m'avez brisé le cœur, Heathcliff. Et tous deux, vous venez vous lamenter auprès de moi, comme si c'était vous qui étiez à plaindre. Je ne vous plaindrai pas. Certes, non. Vous m'avez tué, et cela vous a réussi, il me semble. Que vous êtes robuste. Combien d'années comptez-vous vivre encore après que je serai parti ? » Heathcliff avait mis un genou en terre pour l'embrasser. Il voulut se lever, mais elle le saisit par les cheveux et le maintint. « Je voudrais pouvoir vous retenir, » continua-t-elle avec amertume, « jusqu'à ce que nous soyons morts tous les deux. Que m'importerait ce que vous souffririez ? Vos souffrances me sont indifférentes. Pourquoi ne souffririez-vous pas ? Je souffre bien, moi. M'oublierez-vous ? Serez-vous heureux quand je serai sous terre ? Direz-vous dans 20 ans d'ici, voilà la tombe de Catherine Earnshaw ? Je l'ai aimée, il y a longtemps, mais j'ai été bien misérable quand je l'ai perdue. Mais c'est fini, j'en ai aimé bien d'autres depuis. Mes enfants me sont plus chers qu'elles ne m'étaient chères. Et, quand je mourrai, je ne me réjouirai pas d'aller la retrouver. Je m'affligerai de les quitter. Est-ce là ce que vous direz, Heathcliff ? Ne me torturez pas pour me rendre aussi insensé que vous-même, s'écria-t-il en dégageant sa tête et en grinçant des dents. Ces deux êtres, pour un spectateur de sang-froid, formaient un tableau étrange et terrible. Catherine avait vraiment sujet de croire que le ciel serait pour elle un lieu d'exil si, avec sa dépouille mortelle, elle ne perdait aussi son caractère moral. Son visage blanc reflétait une rancune furieuse, ses lèvres étaient exsangues et son œil scintillait. Elle gardait dans ses doigts crispés
quelques mèches des cheveux qu'elle avait tenus. Quant à son compagnon, en s'aidant d'une main pour se relever, il lui avait, de l'autre, pris le bras, et la douceur dont il disposait était si peu proportionnée à ce qu'exigeait l'état de Catherine que, quand il la lâcha, je vis 4 marques bleues très distinctes sur sa peau décolorée. « Êtes-vous possédé du démon ?» poursuivit-il avec sauvagerie, « pour me parler ainsi quand vous êtes mourante ? Songez-vous que toutes ces paroles resteront imprimées en lettres de feu dans ma mémoire et me rongeront éternellement quand vous m'aurez quitté. Vous savez que vous mentez quand vous dites que je vous ai tué. Et, Catherine, vous savez que j'oublierai mon existence avant de vous oublier. Ne suffit-il pas à votre infernal égoïsme que je me torde dans les tourments de l'enfer quand vous reposerez en paix ? Je ne reposerai pas en paix, dit Catherine, rappelée au sentiment de sa faiblesse physique par les sursauts violents et irréguliers de son cœur, qu'on voyait et qu'on entendait battre sous l'influence de son agitation extrême. Elle n'ajouta rien jusqu'à ce que la crise fût passée, puis elle poursuivit, plus doucement. « Je ne vous souhaite pas de tortures plus grandes que les miennes, Heathcliff. Je souhaite seulement que nous ne soyons jamais séparés. Si le souvenir de mes paroles devait vous désoler plus tard, pensez que sous terre je ressentirais la même désolation et, pour l'amour de moi, pardonnez-moi. Venez ici, et agenouillez-vous encore. Vous ne m'avez jamais fait de mal de votre vie. Allons, si vous me gardez rancune, ce sera un souvenir plus cruel que celui de mes paroles un peu dures. Ne voulez-vous pas revenir près de moi ? Venez. » Heathcliff s'approcha du dossier de son fauteuil et se pencha par-dessus, mais pas assez pour lui laisser voir son visage, qui était livide d'émotion. Elle se retourna pour le regarder. Il ne lui en laissa pas le temps. S'éloignant brusquement, il se dirigea vers la cheminée, devant laquelle il resta debout, silencieux, et nous tournant le dos. Mrs. Linton le suivait d'un œil soupçonneux. Chacun de ses mouvements éveillait en elle un sentiment nouveau. Après l'avoir longtemps considéré, elle reprit, en s'adressant à moi avec un accent de désappointement indigné. « Oh, vous voyez, Nelly, il ne fléchirait pas un instant pour me préserver de la tombe. Voilà comme je suis aimée. Bah, qu'importe. Ce n'est pas là mon Heathcliff. Le mien, je l'aimerais malgré tout, et je l'emporterai avec moi. Il est dans mon âme. Et puis, ajouta-t-elle d'un air rêveur, ce qui me fait le plus souffrir, c'est cette prison délabrée, après tout. Je suis lasse d'y être enfermée. Il me tarde de m'échapper dans ce monde glorieux et d'y demeurer toujours, de ne plus le voir vaguement à travers mes larmes, de ne plus soupirer après lui derrière les murailles d'un cœur endolori, mais d'être réellement avec lui et en lui. Nelly, vous croyez que vous êtes mieux portante et plus heureuse que moi, en pleine santé et en pleine vigueur. Vous me plaignez. Bientôt cela changera. Ce sera moi qui vous plaindrai. Je serai incomparablement au-delà et au-dessus de vous tous. Je suis surprise qu'il ne veuille pas être près de moi. » Elle continua en se parlant à soi-même. « Je croyais qu'il le désirait. Heathcliff. Cher Heathcliff, ne soyez plus maussade. Venez près de moi, Heathcliff. » Dans son ardeur, elle se leva et s'appuya sur le bras du fauteuil. À cet appel pressant, il se tourna vers elle, l'air absolument désespéré. Ses yeux, grands ouverts et humides, lançaient sur elle des éclairs farouches. Sa poitrine se soulevait convulsivement. Un instant, ils restèrent à distance, puis ils se rejoignirent. Je vis à peine comment. Mais Catherine fit un bond
Il la saisit et la retint dans une étreinte dont je crus que ma maîtresse ne sortirait pas vivante. En fait, elle me parut aussitôt privée de sentiments. Il se jeta sur le siège le plus voisin. Comme je m'avançais vivement pour voir si elle était évanouie, il poussa un grognement, écuma comme un chien enragé et l'attira à lui avec une jalousie vorace. J'avais l'impression de n'être plus en compagnie d'une créature de la même espèce que moi. Il avait l'air de ne pas comprendre quand je lui parlais. Aussi me tins-je à l'écart et gardai-je le silence, en proie à une grande perplexité. Un mouvement que fit Catherine me rassura un peu. Elle leva la main pour enlacer le cou de Heathcliff, qui la tenait toujours, et rapprocher sa joue de la sienne. Lui, de son côté, la couvrant de caresses frénétiques, disait avec rage : « Vous m'apprenez maintenant combien vous avez été cruelle et fausse. Pourquoi m'avez-vous méprisée ? Pourquoi avez-vous trahi votre cœur, Catherine ? Je ne puis vous adresser un mot de consolation. Vous avez mérité votre sort. Vous vous êtes tué vous-même. Oui, vous pouvez m'embrasser, pleurer, m'arracher des baisers et des pleurs. Ils vous dessécheront, ils vous damneront. Vous m'aimiez. Quel droit aviez-vous alors de me sacrifier ? Quel droit, répondez-moi, aux pauvres caprices que vous avez ressentis pour Linton ? Alors que ni la misère, ni la dégradation, ni la mort, ni rien de ce que Dieu ou Satan pourrait nous infliger ne nous eût séparés, vous, de votre plein gré, vous l'avez fait. Je ne vous ai pas brisé le cœur, c'est vous-même qui l'avez brisé. Et en le brisant, vous avez brisé le mien. Et c'est tant pis pour moi, si je suis fort. Ai-je besoin de vivre ? Quelle existence sera la mienne quand... Oh Dieu, auriez-vous envie de vivre avec votre âme dans la tombe ? Laissez-moi, sanglotait Catherine. Si j'ai mal fait, j'en meurs. Cela suffit. Vous aussi, vous m'avez abandonnée. Mais je ne vous ferai pas de reproches. Je vous pardonne. Pardonnez-moi. Il est difficile de pardonner, en regardant ses yeux, en touchant ses mains décharnées. Embrassez-moi encore, et ne me laissez pas voir vos yeux. Je vous pardonne ce que vous m'avez fait. J'aime mon meurtrier. Mais le vôtre, comment le pourrais-je ? Ils se turent, leurs visages appuyés l'un contre l'autre et baignés de leurs larmes confondues. Du moins, je suppose que tous deux pleuraient, car il me semblait que Heathcliff était capable de pleurer dans une grande occasion comme celle-là. Cependant, je commençais à me sentir fort mal à l'aise. L'après-midi s'avançait rapidement. L'homme que j'avais envoyé au village était revenu de sa course, et je pouvais distinguer, sous l'éclat du soleil qui s'abaissait dans la vallée, le gros de la foule qui sortait du porche de la chapelle de Gimmerton. « Le service est fini, annonçai-je. Mon maître sera ici dans une demi-heure. » Heathcliff poussa un juron et serra plus étroitement Catherine, qui ne bougea pas. Bientôt, j'aperçus un groupe de domestiques passant sur la route et se dirigeant vers l'aile où était la cuisine. Monsieur Linton n'était pas loin derrière. Il ouvrit la barrière lui-même et approcha lentement, s'attardant sans doute à jouir de cette délicieuse fin de journée et de la brise aussi douce qu'une brise d'été. « Le voilà !» m'écriai-je. « Pour l'amour du ciel, partez vite. Vous ne rencontrerez personne dans le grand escalier. Hâtez-vous et restez cachés dans les arbres jusqu'à ce qu'il soit bien sûrement rentré. »« Il faut que je parte, Cathy, » dit Heathcliff en cherchant à se dégager des bras de sa maîtresse. « Mais si je vis, je vous reverrai avant que vous soyez endormis. Je ne m'éloignerai pas de votre fenêtre de plus de 5 mètres. »« Il ne faut pas que vous partiez, » répondit-elle en le retenant aussi fermement que ses forces le lui permettaient. « Vous ne partirez pas, vous dis-je. »« Pour 1 heure, » implora-t-il instamment. « Pas pour 1 minute. »« Il le faut,
Linton va être en haut dans le moment, insista l'intrus alarmé. Il voulait se lever et se libérer des doigts qui s'accrochaient à lui. Elle tenait bon, haletante. Une folle résolution était peinte sur son visage. « Non !» cria-t-elle. « Oh, ne partez pas, ne partez pas. C'est la dernière fois. Edgar ne nous fera rien. Heathcliff, je mourrai, je mourrai. » « Le diable emporte l'imbécile, le voilà !» s'écria Heathcliff en retombant sur son siège. « Chut, chut, Catherine, je resterai. S'il me tuait maintenant, j'expirerais avec une bénédiction sur les lèvres. » Ils étaient de nouveau embrassés. J'entendais mon maître qui montait l'escalier. Une sueur froide coulait de mon front. J'étais frappée de terreur. « Allez-vous écouter ces divagations ?» demandai-je avec emportement. « Elle ne sait ce qu'elle dit. Serez-vous cause de sa perte, parce qu'elle n'a pas la présence d'esprit de se sauver elle-même ? Levez-vous. Vous pouvez recouvrer votre liberté sur le champ. Vous n'avez jamais rien fait d'aussi diabolique. Nous sommes tous perdus, maîtres, maîtresses et servantes. » Je me tordais les mains, je vociférais. Monsieur Linton hâta le pas en entendant le bruit. Au milieu de mon trouble, j'eus une vraie joie de voir que les bras de Catherine s'étaient relâchés et que sa tête pendait sur son épaule. Elle est évanouie ou morte, pensai-je. Tant mieux. Mieux vaut pour elle la mort que de languir comme un fardeau et une source de misère pour ceux qui l'entourent. Edgar bondit vers son hôte inattendu, blême d'étonnement et de rage. Quelle était son intention ? Je ne saurais le dire. Quoi qu'il en soit, l'autre arrêta aussitôt toute démonstration de sa part en plaçant dans ses bras la forme en apparence inanimée de sa femme. « Regardez, dit-il. Si vous n'êtes pas un démon, soignez-la d'abord. Vous me parlerez après. » Il passa dans le petit salon et s'assit. Monsieur Linton m'appela. Avec beaucoup de difficulté et après avoir eu recours aux moyens les plus variés, nous parvînmes à la faire revenir à elle. Mais elle était tout égarée. Elle soupirait, gémissait et ne reconnaissait personne. Edgar, dans son anxiété pour elle, oublia l'odieux ami de sa femme. Moi, je ne l'oubliais pas. À la première occasion, j'allais le supplier de partir, lui affirmant que Catherine était mieux et que je lui ferais savoir dans la matinée comment elle avait passé la nuit. « Je ne refuse pas de sortir de la maison, » répondit-il, « mais je resterai dans le jardin. Et ayez soin, Nelly, de tenir votre promesse demain. Je serai sous ces mélèzes. N'oubliez pas, ou je renouvellerai ma visite, que Linton soit là ou non. » Il lança un coup d'œil par la porte entr'ouverte de la chambre et, s'étant assuré que mes dires semblaient exacts, il délivra la maison de sa funeste présence. Chapitre 16. Cette nuit-là, vers minuit, naquit la Catherine que vous avez vue à Hurlevent, enfant chétive, venue à 7 mois. 2 heures après, la mère mourut, sans jamais avoir repris suffisamment connaissance pour s'apercevoir de l'absence de Heathcliff ou de la présence d'Edgar. Le désespoir de ce dernier est un sujet trop pénible pour que j'y insiste. Ses effets ultérieurs montrèrent combien ce coup l'avait atteint profondément. Sa douleur s'accrut encore, selon moi, du fait qu'il restait sans héritier. Je m'en affligeais quand je regardais la faible orpheline. Et je reprochais en moi-même au vieux Linton, ce qui n'était pourtant que l'effet d'une partialité bien naturelle, d'avoir en pareille occurrence assuré ses biens à sa fille et non à la fille de son fils. Elle fut bien mal reçue, la pauvre petite. Elle aurait pu crier jusqu'à en perdre la vie sans que personne s'en souciât pendant ces premières heures après sa venue au monde. Nous rachetâmes cette négligence par la suite, mais les débuts de son existence furent aussi privés d'affection qu'en sera probablement la fin. Le matin suivant, clair et gai au dehors,
Le jour se glissa tamisé à travers les jalousies de la chambre silencieuse, parant la couche et celle qui l'occupait d'une lumière adoucie et délicate. Edgar Linton avait la tête appuyée sur l'oreiller et les yeux fermés. Les jeunes et belles lignes de son visage offraient l'aspect de la mort presque autant que celles de la forme étendue près de lui, et elles étaient presque aussi rigides. Mais son immobilité était celle de l'angoisse épuisée. L'immobilité de Catherine était celle de la paix parfaite. Le front uni, les paupières closes, les lèvres sur lesquelles semblait voltiger un sourire. Un ange céleste n'aurait pu être plus beau qu'elle. Je subissais l'influence du calme infini où elle reposait. Jamais je n'avais été dans une disposition d'esprit plus sainte qu'en ce moment, devant cette paisible image de la paix divine. Je répétais instinctivement les mots qu'elle avait prononcés quelques heures plus tôt. Incomparablement au-delà et au-dessus de nous tous. Qu'elle soit encore sur la terre ou déjà au ciel, son âme habite maintenant en Dieu. Je ne sais si c'est une disposition qui m'est particulière, mais il est rare que je ne me sente pas presque heureuse quand je veille dans une chambre mortuaire, pourvu qu'il n'y ait pour partager ce devoir avec moi personne qui gémisse ou se désespère. J'y vois un repos que ni la terre ni l'enfer ne peuvent troubler. J'y trouve l'assurance d'un au-delà sans bornes et sans ombre. L'éternité enfin conquise, où la vie est illimitée dans sa durée, l'amour dans son désintéressement, la joie dans sa plénitude. Je remarquais à cette occasion combien il y a d'égoïsme même dans un amour comme celui de M. Linton, qui s'affligeait si vivement de la délivrance bénie de Catherine. Sans doute pouvait-on douter, après l'existence agitée et impatiente qu'elle avait menée, qu'elle eût mérité de trouver enfin le havre de la paix. On en pouvait douter dans les moments de froide réflexion, mais non pas alors, en présence de son cadavre, qui proclamait sa propre tranquillité et semblait ainsi donner l'assurance que l'âme qui avait habité là jouissait de la même quiétude. Croyez-vous que des personnes comme elle soient heureuses dans l'autre monde, monsieur ? Je donnerais beaucoup pour le savoir. J'éludai la réponse à la question de Mrs. Dean, qui me parut quelque peu hétérodoxe. Elle reprit. Si nous repassons l'existence de Catherine Linton, je crains que nous ne soyons pas fondés à le croire. Mais nous la laisserons avec son Créateur. Le maître paraissant endormi, je me hasardai, peu après le lever du soleil, à quitter la chambre et à me glisser dehors, à l'air pur et rafraîchissant. Les domestiques pensèrent que j'allais secouer l'engourdissement de ma veille prolongée. En réalité, mon principal motif était de voir M. Heathcliff. S'il était resté sous les mélèzes toute la nuit, il n'avait rien entendu du remue-ménage à la grange, à moins que, peut-être, il n'eût perçu le galop du messager envoyé à Gimmerton. S'il s'était rapproché, il devait probablement avoir compris, aux lumières passant rapidement çà et là, au bruit des portes ouvertes et refermées, que tout n'était pas dans l'ordre à l'intérieur. Je souhaitais, et pourtant je redoutais, de le rencontrer. Je sentais qu'il fallait que la terrible nouvelle lui fût annoncée, et j'avais hâte d'en avoir fini. Mais comment m'y prendre ? Voilà ce que je ne savais pas. Il était là, ou plutôt à quelques mètres plus loin dans le parc, appuyé contre un vieux frêne, nu-tête, les cheveux trempés par la rosée qui s'était amassée sur les branches bourgeonnantes et qui tombait en gouttelettes autour de lui. Il avait dû rester longtemps dans cette position, car je remarquais un couple de merles qui passaient et repassaient à 3 pieds de lui à peine, occupés à construire leur nid, sans lui prêter plus d'attention qu'à une pièce de bois. Ils s'enfuirent à mon approche. Il leva les yeux et parla. « Elle est morte. Je ne vous ai pas attendu pour le savoir. Enlevez ce mouchoir. Ne pleurnichez pas devant moi. Le diable vous emporte tous.
Elle n'a pas besoin de vos larmes. » Je pleurais sur lui autant que sur elle. Nous éprouvons parfois de la pitié pour des êtres qui ne connaissent ce sentiment ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. Dès que j'avais regardé son visage, j'avais vu qu'il n'ignorait pas la catastrophe. Comme ses lèvres remuaient et que ses yeux étaient abaissés vers le sol, l'idée folle m'était venue que son cœur était subjugué et qu'il priait. « Oui, elle est morte, » répondis-je en réprimant mes sanglots et en essuyant mes larmes. « Elle est allée, je l'espère, au ciel où nous pourrons tous la rejoindre si nous sommes attentifs à quitter les mauvaises voies pour suivre les bonnes. » « Y a-t-elle donc été attentive, elle ?» demanda Heathcliff en s'efforçant de ricaner. « Est-elle morte comme une sainte ? Allons, faites-moi un fidèle rapport de l'événement. Comment ?» Il essaya de prononcer le nom, mais ne put y arriver. Les lèvres serrées, il luttait en silence contre l'angoisse qui l'étreignait et défiait en même temps ma sympathie d'un regard fixe et féroce. « Comment est-elle morte ?» reprit-il enfin, contraint, en dépit de son stoïcisme, de chercher un appui derrière lui, car, après cet effort, il tremblait, malgré lui, jusqu'au bout des doigts. « Pauvre malheureux, pensai-je, tu as un cœur et des nerfs, tout comme les hommes tes frères. Pourquoi vouloir les cacher ? Ton orgueil ne peut aveugler Dieu. Tu l'incites à les torturer jusqu'à ce qu'il t'arrache un cri d'humilité. » « Aussi doucement qu'un agneau, » répondis-je tout haut. Elle a poussé un soupir. Elle s'est étirée comme un enfant qui reprend connaissance, puis qui retombe en s'endormant. 5 minutes après, j'ai senti un petit battement de son cœur. Puis, plus rien. « Et a-t-elle prononcé mon nom ?» demanda-t-il avec hésitation, comme s'il craignait que la réponse à cette question n'amenât des détails qu'il n'aurait pas la force d'entendre. Elle n'a pas une seule fois recouvré ses sens. Elle n'a reconnu personne depuis le moment que vous l'avez quittée. Elle repose avec un doux sourire sur les lèvres, et ses dernières pensées ont été un retour vers les jours heureux de jadis. Sa vie a pris fin dans un rêve paisible. Puisse son réveil dans l'autre monde être aussi agréable. « Puisse-t-elle se réveiller dans les tourments !» cria-t-il avec une véhémence terrible, frappant du pied et gémissant, en proie à une crise soudaine d'insurmontable passion. « Elle aura donc menti jusqu'au bout. Où est-elle ? Pas là, pas au ciel, pas anéantie. Où ? Oh, tu disais que tu n'avais pas souci de mes souffrances. Et moi, je fais une prière, je la répète jusqu'à ce que ma langue s'engourdisse. Catherine Earnshaw, puisses-tu ne pas trouver le repos tant que je vivrai ? Tu dis que je t'ai tué. Hante-moi, alors. Les victimes hantent leurs meurtriers, je crois. Je sais que des fantômes ont erré sur la terre. Sois toujours avec moi. Prends n'importe quelle forme. Rends-moi fou. Mais ne me laisse pas dans cet abîme où je ne puis te trouver. Oh Dieu, c'est indicible. Je ne peux pas vivre sans ma vie. Je ne peux pas vivre sans mon âme. » Il frappa de la tête contre le tronc noueux, puis, levant les yeux, se mit à hurler, non comme un homme, mais comme une bête sauvage frappée à mort de coups de couteau et d'épieu. J'aperçus plusieurs taches de sang sur l'écorce. Sa main et son front en étaient maculés. La scène dont j'étais témoin n'était sans doute que la répétition de scènes analogues qui avaient eu lieu pendant la nuit. Je ne puis dire que ma compassion en fût excitée, j'en fus plutôt épouvantée. Pourtant, j'hésitais à le quitter ainsi. Mais à l'instant qu'il se ressaisit assez pour s'apercevoir que je l'observais, il m'ordonna d'une voix tonnante de partir, et j'obéis. Il n'était pas en mon pouvoir de le calmer ni de le consoler. Les obsèques de Mrs. Linton avaient été fixées au vendredi qui suivit sa mort. Jusqu'à ce moment, son cercueil, parsemé de fleurs et de feuilles odoriférantes,
resta ouvert dans le grand salon. Linton passait là les jours et les nuits, veilleur qui ne cédait jamais au sommeil, et circonstance ignorée de tous sauf de moi. Heathcliff passa dehors les nuits au moins, sans s'accorder non plus aucun repos. Je n'eus pas de communication avec lui, mais je sentais qu'il avait dessein d'entrer, s'il pouvait. Le mardi, un peu après la tombée de la nuit, comme mon maître, accablé de fatigue, avait dû se retirer pour quelques heures, j'entrai et j'ouvris une des fenêtres. Touché de sa constance, je voulais lui donner une chance d'offrir à l'image flétrie de son idole un dernier adieu. Il ne manqua pas de profiter de l'occasion, avec prudence et rapidité. Assez prudemment pour ne pas révéler sa présence par le moindre bruit. Je n'aurais même jamais découvert qu'il était entré si je n'eusse remarqué la draperie dérangée autour du visage de la morte, et si je n'eusse aperçu sur le parquet une boucle de cheveux blonds attachée avec un fil d'argent. À l'examen, je reconnus qu'elle venait d'un médaillon que Catherine portait au cou. Heathcliff avait ouvert le médaillon, jeté ce qu'il contenait, et avait mis à la place une boucle noire de ses cheveux à lui. J'enroulai les deux boucles et les renfermai ensemble. Monsieur Earnshaw fut naturellement invité à accompagner à leur dernière demeure les restes de sa sœur. Il ne s'excusa pas et ne parut pas, de sorte que, en dehors du mari, le cortège se composait uniquement de fermiers et de domestiques. Isabelle n'avait pas été invitée. À la surprise des gens du village, Catherine ne fut inhumée ni dans la chapelle, sous le monument sculpté des Linton, ni en dehors près des tombeaux de sa famille. Sa fosse fut creusée sur un tertre verdoyant dans un coin du cimetière, à un endroit où le mur est si bas que la bruyère et l'érelle de la lande ont fini par passer par-dessus, et qu'il est presque enfoui sous une couche de terre tourbeuse. Son mari repose maintenant au même endroit. Chacun d'eux n'a, pour indiquer la place de sa tombe, au-dessus de sa tête, qu'une simple pierre dressée. À ses pieds, qu'un bloc gris tout uni.